Bienvenue dans ce nouvel épisode de Gyms on the Move, le podcast qui parle de fitness et tout ce qui l'entoure. Tu vas avoir une période de temps d'adaptation que tu vas devoir prendre en compte après ta séance avant de pouvoir avoir un timing idéal pour t'endormir. Dans cet épisode, on va parler du sommeil et de ses liens avec le sport. Je dors beaucoup mieux quand j'ai une bonne séance cardio, une bonne séance intensive au niveau musculation. Comment le sport peut-il améliorer votre sommeil ? Ça nous détend, ça nous relâche, ça fait en sorte qu'on se libère de notre stress journalier. Et on en parle tout de suite dans le Gyms Van. La meilleure manière de découvrir notre invité, c'est sur son appareil de fitness préféré. Et aujourd'hui, on est au rameur et on reçoit Céline Nabi, il faut également la connaître comme kinésithérapeute et expert du sommeil. son appareil de fitness préféré, c'est Le rameur, sa musique préférée durant un entraînement, des listes préfaites, son repas post-workout préféré, un bol de yaourt avec des fruits frais et du muesli. dormir ou faire du sport, Du coup, dormir, et son métier en un seul mot, passer de la science à la pratique. Avant de parler fitness et sommeil, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et bien sûr cliquez sur la petite cloche pour ne rater aucun épisode. La saison 1 est déjà en ligne et sur les plateformes. Et bien sûr, n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux. Salut Céline, j'espère que tu vas bien. Alors on commence toujours nos épisodes et j'aime bien commencer cette introduction par te demander comment ça s'est passé ta semaine passée et qu'est-ce qui anime un peu tes journées actuellement parce que ça doit pas toujours être la même chose. Non, en effet, bonjour Gaspard. En fait, les semaines ne se ressemblent pas et donc c'est un mixte de cours que je donne aux étudiants. Puis alors après, je passe plutôt à une préparation d'un site web qu'on aimerait bien mettre en ligne pour faire passer la connaissance de la science à la société et au monde, tout le monde. Donc c'est vraiment un mélange bureau, actif et puis après, évidemment, les séances de sport pour me relâcher du boulot. Donc ça fait beaucoup d'activités quand même. Mais c'est quand même assez chargé cette fois-ci puisque le semestre vient de commencer. Donc les cours reprennent et voilà. Et comment tu arrives à gérer un peu ta vie privée, on va dire, et ta vie professionnelle de passionné de science ? En fait, c'est toujours la recherche d'un équilibre idéal qui n'existe pas quelque part. Donc, on essaye de rebalancer, recadrer à chaque fois. Et puis, de temps en temps, ce sont des périodes plus focalisées sur le boulot. Et puis, après, on a des périodes qui sont vraiment plus focalisées sur le sport ou les hobbies. Donc, le sport fait partie intégrante de ta vie. Oui, Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours à toi sportif ? En fait, j'ai commencé toute petite en tant que nageuse. Donc, je faisais des compétitions et des entraînements répétitifs en piscine. Et après cela, je suis devenue coach. J'ai fait mes études de kinésithérapie et j'ai guidé aussi des équipes sportives. Tu as été coach ? J'ai été coach de natation, donc à plusieurs niveaux, surtout des jeunes athlètes, en fait, entre l'âge de 8 ans jusqu'à 18 ans à peu près, dans plusieurs clubs régionaux. Et puis après, cet engouement de l'accompagnement des nageurs m'a boosté aussi dans ma carrière professionnelle au-delà de mes études. Et c'est comme ça que je suis aussi devenue kinésithérapie du sport et que j'ai suivi quelques athlètes et clubs sportifs après aussi. Tu as pris goût au sport en le pratiquant d'abord ? Oui, tout à fait. Ça, c'était quelque chose. J'ai appris à le découvrir et puis je n'ai plus jamais su m'en passer non plus. Et maintenant, tu veux le transmettre ? Voilà. Ou surtout prendre soin des sportifs. Aussi, oui, tout à fait. Parce que, en fait, le sport est un élément de base pour notre vie de tous les jours, mais d'un autre côté, ça peut vite être un trop ou peut-être mal accompagné ou mal prescrit. Et là, du coup, on joue un rôle important en tant que kinésithérapeute, tant pour les athlètes qu'aussi pour les sportifs récréatifs ou même les patients. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a marqué, toi, pendant ta carrière de sportif en natation ? Mais voilà, en fait, j'étais moi-même aussi, à un moment donné dans ma carrière, blessée à l'épaule, typique chez les nageurs. Et donc, c'est comme ça que j'ai appris à connaître la kinésithérapie du sport. Et cela m'a donné un peu aussi... envie de découvrir un peu plus. Tout à fait, voilà, oui. Trouver des solutions pour les athlètes. Oui. Essayer vraiment d'accomplir leur rêve ou leur but et de les accompagner dans les moments plus durs de blessure, par exemple. Et donc là, maintenant, tu as un peu... glissé, on va dire, comme dans l'eau, vers la science du sommeil. Oui, tout à fait. Comment t'es arrivé jusque-là ?
En fait, dans mon parcours de kinésithérapeute, j'ai toujours aimé combiner la science et la pratique. Et donc, j'ai donné cours et j'ai été liée à l'université de la KU Leuven pendant 10 ans, pendant que je suivais mes patients dans un cabinet indépendant. Et il y a de là 4 ans, il y a eu une place pour un doctorat sur le sommeil, justement, et la douleur, qui m'a très fort intéressée. Et c'est comme ça que je me suis, en fait, retrouvée dans cette magnifique thème qui est le sommeil. Et au début, en fait, je n'y connaissais pas grand-chose. Et c'est justement en roulant dans ce projet que j'ai découvert qu'il y avait tellement de choses encore à apprendre. Et oui, l'intérêt énorme du sommeil et surtout le rôle que ça a sur les performances. Entre autres sur les performances, oui. Ouais, là, c'est ce qui nous concerne. On va parler des performances sportives un petit peu, l'effet du sommeil sur le sport. Oui. Enfin, sur les performances dans le sport, sur les sportifs. C'est un sujet qui est souvent abordé, pour être honnête, mais qui n'est pas souvent totalement décrit. C'est un peu flou, en fait, le sommeil. On sait qu'on doit dormir. De toute façon, le corps le demande, on n'a pas le choix. Voilà. Mais on ne sait pas trop pourquoi, finalement, ni comment, quelles sont les astuces à prendre. On va aborder tout ça dans le podcast. Mais est-ce qu'il y a une règle de base pour tout le monde ? Non, justement, c'est ça qui est le plus grand challenge, c'est que quand on est tous des personnes et des individus différents, le sommeil change aussi et s'adapte suivant notre âge, suivant nos environnements et le contexte dans lequel on vit, mais aussi suivant notre génétique. Donc, c'est très individuel. Ok, il n'y a pas une règle à tout à chacun. Je ne vais pas pouvoir vous donner de recette aujourd'hui, non. Donc, la règle de dormir 8 heures, c'est pas vraiment une vraie règle. Alors là, tu abordes un bon mythe d'introduction. C'est dans le sens où c'est la grosse moyenne de la population mondiale qui en effet 8 heures, mais donc comme tu le sais, voilà, la moyenne ça se décompose et donc en fait ça rassemble des gens qui dorment aussi parfaitement bien et qui récupèrent parfaitement bien avec une durée de sommeil de 7 heures, mais aussi du coup alors d'autres personnes qui fonctionnent plutôt avec un besoin de durée de sommeil qui se met plutôt plus proche des 9 heures. Donc en fait on parle plutôt d'une recommandation entre 7 et 9. On parle de sommeil restaurateur, donc le but c'est de récupérer pendant cette période-là. Comment tu lis justement la récupération du sommeil entre ton métier de kinésithérapeute sur le terrain, parce que tu nous parlais de ta passion, c'est de la science au terrain. Comment tu lis les deux ? Mais c'est une très bonne question. En fait, justement, le projet de doctorat que j'ai fait était pour essayer de découvrir s'il y avait un lien entre la douleur et le sommeil, et dans quel sens, dans quel moyen est-ce qu'on a pour l'instant pour pouvoir incorporer une meilleure base de connaissances et d'éducation du sommeil, entre autres chez les kinésithérapeutes, mais au sein de tout professionnel de la santé, car voilà, on se rend compte qu'il y a peut-être parfois des manquements et que le rôle du sommeil est aussi important dans cet aspect-là. Aussi ou plus santé. Important plus important que ce qu'on plus important que ce qu'on pense. Voilà. Et peut-être parfois pas assez axé. D'un autre côté, il y a aussi l'inverse. L'effet inverse, c'est que voilà, le sommeil devient une hype, si on peut dire, un thème assez populaire, une trend. Et du coup, parfois le fait de trop penser au sommeil, ça peut avoir un effet inverse. C'est ça. Ok. Donc c'est pas ce qu'on voudrait déclencher non plus. Comme dans chaque épisode, on écoute la question d'un gymser et on tente d'y répondre ensemble. Je me demandais alors comment le sport pouvait aider à mieux dormir. Merci. Alors Céline, toi qui es experte dans les deux domaines, le sport et le sommeil, quels conseils tu peux donner à nos gymsers qui se posent la question et comment tu peux les aider à améliorer leur sommeil grâce au sport ? En fait, le sport a plusieurs fonctions par rapport au sommeil. La première, c'est que le fait de faire du sport pendant la journée, ça aide à augmenter la pression de sommeil, qui fait en fait en sorte que on s'endort plus facilement une fois en soirée, en fait. Donc ça, c'est une première fonction. Deuxième fonction, c'est que le fait de faire du sport, ça nous détend, ça nous relâche, ça fait en sorte qu'on se libère de notre stress journalier, ce qui, en soi, va aussi faciliter l'endormissement au soir. Ouais. Puisqu'on aura moins cette pression, le fait de ruminer, de penser à tout ce qui s'est passé la journée. On se vide la tête. Exactement, donc voilà. Ça, c'est vrai. Ça existe vraiment, de se vider la tête. L'effet mental est énorme. Ouais, c'est tout à fait... c'est aussi primordial dans le sens du sommeil. Okay. Et puis alors,
une raison additionnelle, c'est qu'en fait le sport va créer un effet rythmique de notre journée. Donc c'est un marqueur, si tu veux, dans la journée qui fait que le corps humain va pouvoir s'équilibrer et se retrouver dans un cycle rythmique qui va favoriser l'endormissement une fois qu'on D'accord. est... Donc ça veut dire si on ne l'a pas fait, le corps se pose la question, est-ce que la journée est complète ou pas? C'est un peu ce que je... Voilà, oui. Donc pour ça dépend évidemment. Voilà. Si tu as l'habitude de le faire et que tout d'un coup tu ne le fais plus pendant un certain moment, ben, ça va pouvoir avoir des effets aussi. Ça va pouvoir impacter la qualité de ton sommeil et la facilité de s'endormir. Donc étape numéro 1, faire du sport. Étape numéro 1, faire du sport qui va améliorer en effet la qualité, donc, la durée, les fonctions du sommeil. D'accord. Et donc l'étape numéro 2, c'est quel type de sport, quel type d'effort je dois faire avant d'aller dormir dans ma journée. Donc en fait, quand on parle de type de sport, ce serait plutôt l'intensité, la fréquence et le rythme. On sait que pour avoir un effet favorisant, je dirais plutôt que le timing et l'intensité va jouer plus que le type de sport que tu pratiques. Est-ce que justement, il y a des outils qui vont nous permettre de calculer ce temps idéal pour s'endormir? Parce que dans un des épisodes précédents, on a beaucoup parlé des données, et principalement des données qu'on a grâce aux montres. Et je sais que les montres, elles peuvent également prendre les données du sommeil. Donc là, c'est hyper important, et je pense que c'est le moment de te poser la question. Des fois, moi, j'ai l'impression d'avoir dormi beaucoup, et très bien, et pourtant ma montre, elle me dit l'inverse, que je dois encore récupérer. Et à l'inverse, j'ai l'impression d'être extrêmement fatigué, et ma montre me donne un score très élevé de récupération. Comment je dois les interpréter, en fait, ces données? C'est jamais facile, et des fois, je suis peut-être un peu perdu. Tout à fait, c'est une très bonne question parce qu'en fait, au jour le jour, je pense que la majorité de nous porte une de ces montres et le feedback et les informations qu'on en retire, en fait, sont basées sur des estimations. Donc, la montre va estimer le sommeil en utilisant la respiration et aussi le rythme cardiaque. Donc, c'est vraiment une donnée qui est indirecte. Elle ne va pas directement avoir une idée de notre activité cérébrale pour pouvoir mesurer le sommeil. Donc, ce qu'on sait là-dessus, c'est qu'en fait, elle va estimer, et parfois elle sera juste, et parfois elle sera plutôt incorrecte. Par rapport au temps de la durée, donc c'est-à-dire la durée de ton sommeil, on sait qu'elles sont approximativement bonnes. Donc, les montres, en général, ont tendance à bien estimer le temps de sommeil qu'on passe au lit. Par contre, par rapport aux phases et aux stades de sommeil qu'on a découvert tantôt et dont on a discuté, c'est tellement scientifique et tellement spécifique de pouvoir les différencier qu'une montre va avoir beaucoup plus dur à être correcte là-dessus. Ouais. Donc, elle va pouvoir avoir des marges d'erreur sur Sur une nuit, au moins, c'est difficile d'être précis. Exactement. Donc, les scores vont faire un algorithme qui est dépendant de chaque modèle. Chaque modèle va avoir un propre algorithme qui est méconnu de la science et méconnu du monde. Donc, c'est vraiment des algorithmes qui sont privés. Et chaque modèle, chaque montre a son propre algorithme pour calculer ce fameux score de sommeil. Et donc, ça veut dire qu'on ne sait même pas dire sur quelle base ce score est calculé et qu'est-ce qu'il veut vraiment dire à ce moment-là. Okay. Donc, faire attention pour l'interpréter. Il vaut mieux croire ce que l'on ressent que vraiment ça peut être une indication, c'est une donnée en plus, mais c'est d'abord ce que moi je ressens. Tout à fait. Et peut-être aussi sur le long terme, en fait, là, c'est l'interprétation croisée des deux données sur du terme un peu plus long. Oui, de voir un peu, en fait, quand je fais ça, j'ai des scores de ça, et quand je dors autant. Oui. Enfin, en fait, il faut tout croiser et prendre plus de temps que juste une nuit à regarder, on va dire j'ai bien dormi, mais j'ai pas récupéré. Voilà, parce que la fatigue aussi est peut-être plus longue qu'un seul cycle de sommeil, on va dire, pour récupérer. Mais la fatigue, c'est encore autre chose, parce que la fatigue, c'est un aspect mental, un aspect physique, et tout ça, la montre ne va certainement pas pouvoir prendre en compte. Ouais. Voilà, tout à fait. Donc, c'est beaucoup plus complexe que ça, mais ça peut donner des indications tout à fait pour un suivi de sportif ou d'athlète de haut niveau à un certain niveau. Il va pouvoir, par rapport, si on prend ça par rapport ensemble avec le cardio, par exemple. Pour la fréquence cardiaque ? La fréquence cardiaque de repos, on peut vraiment combiner ça avec la variabilité de la fréquence cardiaque, et donc ça peut donner une image à long terme s'il y a jamais une augmentation ou une diminution flagrante, ça oui. D'accord, donc d'abord rester simple,
Voilà. Prendre l'information, mais pas stresser par rapport à ça. Tout à fait. Et d'abord écouter son corps. Oui, ça c'est vraiment le conseil principal. Ça joue aussi, ou ça peut être dépendant de ton chronotype, comme on appelle. Donc, chaque individu a des timings ou des périodes préférentielles pour l'endormissement, pour la performance et pour le réveil. Et donc, c'est un timing qui est génétiquement validé, qui est génétiquement disponible et qui va être un tout petit peu il va y avoir une toute petite possibilité d'adaptation, mais elle est en fait très petite. Ça veut dire, par exemple, moi, j'aime bien m'endormir tard et me lever un peu plus tard, évidemment. Voilà. J'ai ce sentiment-là qu'aller plus tôt, ça marche pas. Exactement. Ou en fait, je me réveille à chaque fois après, plus tard. Si je vais me coucher à 20h30, par exemple, je vais me réveiller à 21h30 et puis c'est comme si j'avais fait une sieste dans ma journée. Oui, voilà. Ça, c'est génétique, ça veut dire que je peux pas réellement le changer, à part certaines fois où je suis vraiment fatigué, mais dans le commun, dans ma moyenne du sommeil, ce sera toujours la même chose. En fait, quand on n'a pas de stimuli externes, c'est-à-dire que tu es dans un contexte où tu n'as pas de réveil, tu n'as personne qui autour de toi va te demander de te lever, tu vas plus avoir ton travail ou des demandes spécifiques, ton corps va avoir une façon naturelle de s'endormir et de se réveiller. Et ça, c'est un chronotype qui peut être ou bien matinal ou bien nocturne ou alors intermédiaire, ce qui est pour la plupart des gens. Et donc, dans un cas où tu as un chronotype en effet plutôt matinal, on demande justement d'avoir une activité on conseille d'avoir justement les séances de sport plutôt au début des journées, quand tu as vraiment un pic d'activité et un pic de performance plus tôt, tandis que les personnes qui ont l'inverse, qui ont un chronotype plutôt tardif, dans ce cas-là, ça vaut peut-être la peine de reculer les sessions et d'éviter de les avoir à 6h ou 7h du matin avant d'aller au boulot, mais plutôt de les passer fin d'après-midi, par exemple. Mais ça, c'est hyper intéressant pour les sportifs de se connaître. Exactement. Parce que ça permet de ne pas aller à l'encontre en fait, de ce qu'on est et de se battre, finalement, sur les séances. Tout à fait. Et donc, on en vient en fait à quel point le sommeil influence le sport maintenant. Oui. Est-ce que tu peux nous éclairer là-dessus ? Oui, tout à fait. Là, on a vu le sport influence le sommeil, et maintenant, dans l'autre sens, à quel point c'est important de dormir bien et de bonne manière pour performer. C'est un duo qu'on ne sait pas séparer, donc l'un va avec l'autre. Et donc maintenant, le fait en effet de bien dormir va avoir un effet récupérateur, ça va avoir un effet positif sur l'immunité, ça veut dire qu'on va avoir moins de risques de développer des blessures, des pathologies, on va être moins vite fatigué, moins vite malade, et un bon sommeil de bonne qualité et de bonne durée va faire en effet en sorte qu'on récupère plus facilement d'une session, qu'on va avoir de meilleurs facteurs de récupération pour les séances qui viennent la journée ou la semaine à venir. Et ça aussi un effet mental, donc le fait de bien dormir va faire en sorte qu'on sera apte à apprendre un nouveau mouvement, à être plus réceptionnel mais aussi plus réactif lors du sport, d'avoir des réactions, des réflexes de vitesse qui sont meilleurs par rapport à quelqu'un qui a trop peu de sommeil ou un sommeil de mauvaise qualité. Donc le sommeil n'agit pas uniquement comme on peut l'imaginer sur le corps musculaire, on va parler, mais aussi sur la tête. Tout à fait. Donc on a des études qui démontrent qu'en fait, le fait de bien dormir, et je le répète, c'est tant dans la durée que la qualité du sommeil, va avoir un impact sur le développement éventuellement même de symptômes de dépression ou d'anxiété ou de stress. Donc ça va faire en sorte que ton esprit, tes émotions sont beaucoup mieux régulées quand tu as un meilleur sommeil. Donc tes émotions vont être plus réactives et correctes et normalisées par rapport à la situation, par rapport à quelqu'un qui a un sommeil défectueux ou un sommeil qui est de moins bonne qualité, où là, ça se peut qu'en fait, dans des situations tout à fait similaires, on va réagir différemment. Donc, tu as peut-être déjà eu le cas, une fois où tu devais quand même te lever assez tôt, où tu as eu une nuit moins récupératrice, que tu te sens un peu plus énervé, un peu plus irrité, un peu plus vite fâché ou un peu plus vite sur la pointe des pieds. Ce sont des réactions en fait un peu typiques d'une nuit de sommeil qui est du coup moins bonne. Ouais, j'avais lu une étude il y a un moment sur le sommeil parce que ça m'intéressait. Ils n'avaient pas mesuré le nombre d'heures, mais plutôt ils avaient remarqué que les athlètes qui dormaient un peu plus,
donc par rapport aux athlètes qui dormaient un peu moins, sans regarder le nombre d'heures, mais ils avaient forcé des athlètes à dormir une demi-heure en plus, par exemple. Oui, tout à fait. Et il y avait un pourcentage énorme de diminution de blessures et d'augmentation des performances. Exactement ça. Donc ça joue un rôle majeur là-dessus, et c'est pas pour ça qu'il faut pour autant dormir du coup tout d'un coup 2 heures en plus. Oui. Les stratégies qu'on applique maintenant dans cet environnement d'athlètes de haut niveau sont vraiment en effet des siestes. C'est comme tu dis, extension du sommeil, sieste. Tout ça c'est bon du moment que tu passes en effet le temps. Ce temps-là dans ton lit, dans ta chambre, à dormir. Si évidemment, en voulant agrandir ta fenêtre de sommeil, tu remarques qu'en fait, au lieu de dormir plus, tu restes plus éveillé dans ton lit, mais c'est peut-être pas la bonne stratégie. Voilà. On parle de sieste comme de rajouter du temps de sommeil. Est-ce qu'on doit imaginer qu'on comptabilise un nombre d'heures sur une semaine ou par jour? Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Est-ce que c'est parce que je dors 8 heures et puis je me rajoute 8h30 minutes à ce moment-là? Est-ce que ça me fait une vraie nuit de sommeil? Ou en fait, non, c'est deux choses totalement différentes qui se combinent l'une à l'autre. En fait, c'est une question parfaite pour nous amener à la qualité du sommeil. Parce qu'en fait, donc la dette ne se récupère pas juste en comptant les nombres d'heures de sommeil. Il faut surtout se dire que c'est la qualité de notre sommeil qui va pouvoir être restaurateur, qui va pouvoir faire en sorte qu'on ait un sommeil plus profond, de meilleure qualité, bien structuré, bien organisé, et qui va en effet avoir un effet promouvoir ou qui va avoir les bienfaits du sommeil pour la récupération au niveau cellulaire, au niveau physiologique. Okay. Voilà. Tu parlais tout à l'heure de sommeil profond. Donc j'imagine qu'il y a là un sommeil léger. Je sais pas, je pose la question, mais je sais il y a les rapid eye movements et les différentes choses. Est-ce que tu peux très simplement essayer de nous faire comprendre un petit peu c'est quoi les différences et lequel est important? Oui. Si par exemple je regarde ma montre et il me dit tu as passé 1h30 en sommeil profond cette nuit. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, etc. Génial. En fait, c'est une question très importante aussi. Donc, le sommeil est divisé en 4 phases, 4 stades. Nous avons les 3 premiers stades qui sont dans le sommeil, qui tombent dans les phases du sommeil lent. Et donc, on a l'endormissement qui est vraiment très rapide, qui se fait depuis le début. Puis, on a une partie du sommeil léger, qui est la plus grosse partie de notre nuit. En fait, c'est 50% de la partie de toute notre nuit qu'on passe dans le sommeil léger. Ce qu'on pourrait peut-être se dire, tiens, léger, c'est peut-être pas du bon sommeil, mais en fait, ça a aussi une utilité très importante par rapport aux autres fonctions et aux autres stades. Et puis après, on passe en 3e phase dans le sommeil appelé le sommeil profond. Et là, c'est plus aux alentours de 20 à 25% de notre nuit. Et ça, c'est celui qu'on veut. Et celui-là, c'est en tout cas, le sommeil profond, pour l'instant, avec les études et la recherche qu'on a, pour l'instant, c'est la phase dans laquelle on sait que notre corps va récupérer physiologiquement, c'est-à-dire point de vue musculaire, mais aussi c'est cette phase où on aura une croissance de notre hormone, une augmentation des taux d'hormones. Voilà, des hormones de croissance, par exemple. Ouais. Et donc, cette phase de sommeil profond est généralement dite importante, mais en fait, elles sont toutes aussi importantes. Les phases de sommeil léger sont aussi très importantes pour avoir un sommeil de qualité. Ok. Et est-ce que les rêves ont une indication sur la qualité ou pas du sommeil? Et donc, en effet, la 4e phase, c'est les Rapid Eye Movements. Donc, c'est le stade dans lequel on va le plus rêver. C'est le sommeil paradoxal. C'est-à-dire que c'est appelé Rapid Eye Movements parce qu'en fait, on voit en effet, quand on nous filme, que nos yeux, nos paupières sont en train de bouger. Donc, on est vraiment actif. Les activités cérébrales sont à leur maximum et ressemblent très fort à un éveil. Mais notre corps est complètement paralysé. Donc, heureusement, d'ailleurs, sinon on vivrait nos rêves. Mais là, notre corps est tellement paralysé, il est vraiment complètement relâché, les muscles sont tout à fait relâchés. Et c'est une phase importante pour la régénération de nos émotions et de notre mémoire. Donc, tout ce qu'on a vécu, tout ce dont on se rappelle va en fait être généré et va être travaillé pendant cette phase-là. C'est un peu un reboot et setup du cerveau pendant la nuit. Exactement, voilà. Et en fait, tu vois que ce cycle va être répété 4 à 5 fois par nuit. Ouais.
dans sa totalité. Et puis, chaque cycle va différer. Donc, au début de la nuit, on va avoir beaucoup plus de sommeil profond. Et vers la deuxième partie de la nuit, ça va changer. Et la proportion de sommeil profond va diminuer, mais la proportion de sommeil paradoxal, du coup, elle va augmenter. Donc, voilà. on rêve plus vers le matin. Voilà. Enfin, vers la fin, normalement, mais le matin, non. C'est pour ça que si tu te réveilles dans cette phase-là, tu as plus de chances de te souvenir de quoi tu rêvais. D'accord. Voilà. Ça, c'est hyper intéressant. Mais comme ça, on sait. Oui. Et tout le monde peut savoir un petit peu. Tout à fait. On parle beaucoup du sommeil, entre nous deux, là, de la performance sportive. Il y a des choses vraiment importantes à éviter. Et je pense là, tu peux en citer quelques-unes. Oui. Et moi, je peux te lancer dessus sur le sujet. C'est sur les écrans actuellement, qui sont, je pense, l'ennemi numéro 1 de notre sommeil. Oui, tout à fait, la technologie. Donc, en fait, on voit qu'on a vraiment besoin d'une routine de soirée. Donc, on a besoin vraiment de déconnecter, vraiment de faire savoir à notre corps, à notre cerveau, voilà, que la journée est finie, on va passer à autre chose, c'est-à-dire à notre nuit de récupération, restauration du corps et du cerveau. Et donc, pour faire passer ce message-là, il faut vraiment qu'on se fasse une routine dans laquelle on déconnecte. Mais du coup, on déconnecte aussi de la technologie. On déconnecte pour éviter la lumière, puisque l'effet lumière va faire en fait un effet d'éveil. Il va perturber un peu notre cycle circadien, c'est ça ? Exactement, tout à fait. Donc ça va faire l'effet inverse de ce que tu veux créer. Le soir, justement, essayer de limiter l'augmentation de lumière. Donc le soir, tu vas plutôt essayer de diminuer l'intensité de tes lumières. Et puis alors, tu as la lumière bleue en elle-même qui est... parce que je te coupe un petit peu, mais pas de souci. Est-ce que la lumière d'une lampe, la lumière d'une liseuse pour les faux livres qu'on a maintenant, et la lumière de l'iPad, est-ce que c'est la même chose ? En fait, ça a été adapté. Donc, tu vois aussi une évolution pour revenir sur les écrans de la technologie. Et donc, il y a vraiment beaucoup de technologies maintenant qui, à partir d'une certaine heure, changent justement les fonctions de leur écran et les fonctions des lumières bleues, et donc qui diminuent la lumière bleue dans l'écran. Mais alors, il y a l'autre aspect aussi de la technologie, c'est-à-dire l'aspect cognitif. La stimulation qu'il apporte. Exactement. Directement. Donc, ça n'a rien à voir avec la lumière, mais c'est plutôt avec l'effet que ça a sur l'excitabilité de notre cerveau, l'activité du cerveau qui, justement, devrait baisser et devrait diminuer pour se préparer à dormir, alors que peut-être en lisant quelque chose sur les réseaux sociaux, en regardant une série, ça va avoir l'effet inverse. D'accord. Si on voudrait créer une routine pour moi, maintenant, ensemble, qu'est-ce qu'on mettrait en place rapidement, en effleurant un peu le sujet, mais qu'est-ce qu'on ferait à deux pour travailler sur ma routine de sommeil ? Ben d'abord, c'est comme tu le disais, on va découvrir ton chronotype et puis on va essayer de peut-être aussi suivre avec un journal tes habitudes de sommeil. Donc, on utilise un journal ou un agenda de sommeil pour voir un peu quelles sont tes habitudes et donc comment... je prends note de ce que je fais en fait. À partir du moment où je décide, ok, là c'est le moment où je vais dormir, je note. J'ai pris mon téléphone, j'ai fait des étirements. Voilà. Donc, on regarde un peu comment sont tes habitudes normales et en fonction de ça, on identifie quels sont les comportements ou les habitudes qu'on peut adapter par rapport à tes objectifs, par rapport à ce que toi, tu vois qui est réaliste aussi. Parce que, bon, c'est comme tu le disais, c'est pas toujours facile pour tout le monde. Et par rapport aussi à ce qui est vraiment... ce qui affecte vraiment, dans ton cas, ta qualité de sommeil. Et surtout voir le résultat, en fait. C'est pas juste de dire je coupe tout ou je fais ça et je fais ça. En fait, on adapte les stratégies au fur et à mesure et on progresse. Donc, c'est pas tout d'un coup non plus. Et en fonction des résultats, en effet, on peut encore continuer. Comme un entraînement. Voilà. C'est vraiment comme un schéma d'entraînement où, en effet... Est-ce qu'il y a quand même des stratégies de base plutôt simples à appliquer directement sans trop se prendre la tête ? Bon, évidemment, couper le téléphone. Voilà, donc tu as vraiment des conseils que je pense on voit dans la vie de tous les jours et de plus en plus, c'est tout ce qui est en rapport avec l'hygiène de sommeil. Donc la température ambiante, l'environnement de la chambre, puis alors tu as tout ce qui est caféine, nutrition,
Éviter de boire du café après 17h en fonction aussi de son type. Voilà. Il y a des gens qui ne réagissent pas à la caféine de la même façon. Tout à fait. Moi, je sais qu'après 15h30, par exemple, mon sommeil, même un coca, mon sommeil est impacté. Oui, généralement, j'utilise aussi 15 heures. Quand j'essaie de conseiller les personnes, j'utilise 15 heures. Et puis, en effet, ça dépend vraiment de leur sensibilité. Et ça évolue dans notre vie. Donc, c'est quelque chose qui peut vraiment évoluer et changer en fonction de notre contexte. Est-ce qu'il y a, selon toi, une dernière arme secrète que tu utilises, dont tu n'entends pas trop parler, mais que toi, tu trouves fait la différence pour le sommeil ? Je pense qu'il est super important de continuer à bien prendre en compte, c'est que n'allez dormir que surtout au moment où vous êtes somnolent et pas au moment où on se sent peut-être plus fatigué. Ça peut être une fatigue mentale ou physique qui pour cela n'est pas spécialement liée à la somnolence. Et donc le fait d'aller coucher au moment où on est somnolent et qu'à ce moment-là, il n'est pas trop tôt, en se disant je vais quand même, il est 10h, je vais aller au lit parce qu'il est temps. Ouais. Mais on est encore super éveillé. C'est peut-être pas la stratégie idéale, non. Donc vraiment aller dormir au moment de somnolence. Et si jamais on se réveille, ne pas hésiter à un moment donné, si on a l'impression qu'on n'arrive plus à se rendormir, de se lever et de quitter la chambre, de quitter le lit. Merci Céline d'avoir fait le tour du lien entre le sport et le sommeil. On va maintenant se tourner vers nos gymseurs. C'est le moment du Myth or Fact et on va tester leurs connaissances. Seront-ils capables de faire la différence ? Bonjour. Alors, mythe ou réalité, il faut faire une séance très intense pour être fatigué et donc bien dormir. Non, ça c'est totalement faux. C'est pas parce qu'on fait une grosse séance qu'on sera forcément fatigué après. Tout dépend des paramètres externes, je trouve. Donc si on a bien dormi, si on a bien mangé, tout ça, ça va dépendre de la fatigue. Réalité. Je suis vraiment du même avis. C'est toujours comme ça chez moi, donc réalité. C'est un mythe. Tout dépend à quelle heure vous allez faire votre séance également et savoir comment vous récupérez vous-même. Moi, personnellement, je dors beaucoup mieux quand j'ai une bonne séance cardio, une bonne séance intensive au niveau musculation, que plutôt une séance plutôt light. On a donc entendu l'avis des gymseurs. Qu'en penses-tu Céline ? Est-ce qu'il faut faire une séance intense pour bien dormir ? On sait que pour avoir un effet favorisant, je dirais plutôt que le timing et l'intensité va jouer plus que le type de sport que tu pratiques. Ouais. Donc par exemple, si tu veux avoir une session qui est focalisée plus sur vraiment une session intense de cardio ou d'effort maximal, ça va vraiment augmenter un rythme cardiaque, ça va vraiment stimuler tout ton corps. Et donc cette sorte de session-là, on va plutôt essayer de la mettre dans la matinée, vers début de l'après-midi, mais on va essayer d'éviter de la mettre plutôt tard au soir, plus proche du sommeil. Donc généralement, si on parle de règles, ce qu'on essaye d'adviser, c'est de laisser 2 à 3 heures entre la session et le temps, la période d'endormissement. Parce que c'est vrai qu'on aurait tendance à croire qu'une bonne séance de sport très fatigante au niveau musculaire et énergie ferait qu'on dormirait mieux. Tout à fait. Mais d'expérience, pour des fois faire un sport intense, c'est pas du tout ça. On a cette sensation d'avoir les jambes lourdes ou qui ont encore envie de bouger. Voilà. C'est un peu l'inverse qui se passe même, j'ai l'impression. Oui, tout à fait. Et au niveau physiologique, tu as vraiment une hyper-excitabilité qui se passe. Après, tu as aussi la température du corps. Le fait d'avoir fait un effort va augmenter la température du corps, alors qu'on sait que justement, pour s'endormir facilement et convenablement, c'est l'inverse qu'on a besoin. Donc, notre corps va justement se refroidir pendant la nuit. Donc, tu vas avoir une période de temps d'adaptation que tu vas devoir prendre en compte après ta séance, avant de pouvoir avoir un timing idéal pour t'endormir. Pour s'endormir, ok. Merci Céline pour cet épisode sur le sommeil, c'était hyper intéressant, on a fait tout le tour. Et avant de se quitter, j'aimerais bien savoir, est-ce qu'il y a quelque chose qui te motive à donner à 100% ou en tout cas à être investi à 100% sur le sommeil ? En fait, c'est surtout la nature qui me motive. Le fait d'être dehors, d'être active, de voir, d'écouter, de sentir, la nature, c'est vraiment ce qui me booste et qui fait en sorte que voilà, ça me motive aussi pour être active dans le sport et donc aussi
pour avoir un meilleur sommeil. C'était le dernier épisode de la saison du podcast Gyms on the Move. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche pour ne rater aucun épisode. La saison 1 est déjà en ligne et vous pouvez également retrouver les 9 autres épisodes de la saison 2 sur toutes les plateformes. Merci à vous de m'avoir écouté. Merci aux invités de nous avoir transmis un maximum d'informations. J'ai appris énormément. Merci à Gyms également pour l'opportunité de recevoir tous ces gens et parler de tous ces sujets différents. Merci à mon équipe qui m'accompagne à chaque fois sur ces podcasts et qui rend le travail exceptionnel. C'était un plaisir. Je vous dis à bientôt et peut-être à la saison prochaine.